Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. « 17h36 plus tôt cet après-midi, on a eu une belle conversation avec la professeure en travail social à l'UDM. Il s'agit de Caroline Grimard. On vous donne le compte-rendu de cette entrevue. Alors, nous avons avec nous en visuel professeur Caroline Grimard, professeure en travail social à l'Université de Montréal. Bon après-midi, Madame Grimard. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Madame Grimard? Ça va bien pour moi, mieux que Pour pour les vous, ça personnes qui va sont sans bien, mais domicile, oui. ça ne va pas bien pour tout le monde, Non, surtout les personnes qui vivent de l'itinérance. Et puis, c'est de plus en plus des cas qu'on trouve à Montréal, même en province, loin des grands centres. absolument, absolument. Je pense que surtout dans l'après-pandémie, on voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance visible dans la rue. Puis avant, c'était surtout dans des grands centres ou dans certains quartiers de Montréal, mais là, on en voit à Longueuil, à Laval, à Gatineau énormément. Il y a toutes des nouvelles zones où apparaissent les personnes en situation d'itinérance. Puis le volume aussi, hein, le nombre de personnes augmente. Puis je pense que ça dépasse un peu parfois la capacité du système de gérer en fait ces personnes ou de soutenir, hein, je pourrais dire. Et puis, naturellement, c'est quelque chose qu'on a toléré pendant un certain temps, de voir des gens en situation d'itinérance avec tous les préjugés en disant que c'est un peu de leur faute. Si moi je peux réussir dans ma vie, lui aussi aurait pu réussir. Et là, on comprend que c'est peut-être sauter vite aux conclusions, pas vrai? Oui, absolument, absolument. Je pense que les personnes qui, tu sais, faut juste imaginer même nous, hein, si on vit une adversité, une grande difficulté, avant qu'on se retrouve à dormir dans la rue, je pense que ça va prendre beaucoup d'enjeux en fait. Puis c'est vraiment ça, une combinaison de situations, de toutes sortes de petites tensions qui sont vécues avec par une personne, avec aussi pas beaucoup de filets de sécurité. Et puis le recours aux services, aux différents services pour personnes en situation d'itinérance, ou même la rue devient l'option à ce moment-là pour ces personnes-là. Puis souvent, c'est un faux choix, hein. Des fois, c'est un choix de dormir à la rue, mais c'est parce que les autres choix sont terribles ou engagent la sécurité de la personne. Mais c'est vrai aussi que de se retrouver à la rue, ça entraîne toutes sortes d'enjeux dans la cohabitation, mais aussi, ça veut dire que notre vie, elle est vécue sous le regard des autres. Puis ça, c'est pas facile, vous pouvez imaginer. Et ça, c'est ce dont il est question aujourd'hui dans un article qui fait l'objet de cette entrevue, c'est que souvent, les gens comme vous et moi se posent la question, pourquoi est-ce que je devrais accepter des sans-abri dans mon quartier avec toute la kyrielle de problématiques que ça peut apporter, les seringues, enfin, c'est laid d'être à côté, tout ça. Comme quoi, on devrait littéralement mettre ces gens-là dans une espèce d'asile, n'est-ce pas, et qu'on les voit pas, qu'ils soient loin de nous. Comment se fait-il qu'on en arrive à ça comme société où on parle de solidarité, une société qui se veut juste? Je pense que là, pardon, vous avez les questions centrales. C'est d'excellentes questions. Il y a plusieurs choses hein, que vous adressez.
La question de la cohabitation avec différentes populations, c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile puisque je pense il y a certaines communautés ou dans certains quartiers qui s'attendent à voir une manière d'habiter ou une manière d'utiliser l'espace public. Puis quand il y a d'autres manières d'utiliser l'espace public, ben, parfois il y a un choc des valeurs. Aussi, dans nos sociétés nord-américaines, on est très normatif, tu sais, on a une idée très précise de la manière dont on devrait utiliser l'espace public extérieur. Puis souvent, c'est un espace de transit, hein. On ne devrait pas s'installer sur le trottoir. C'est un lieu de passage. Et puis, les personnes qui s'installent hein, sur les trottoirs, souvent, sont des personnes en situation d'itinérance et qui, par leur installation, leur occupation, ben, dérangent les passants. Donc, ça entraîne toutes sortes de situations de tension aussi avec les automobilistes et tout. Puis, c'est vrai que des fois, il y a peu d'espace. Donc, il y a des personnes qui circulent, qui attendent l'autobus, qui mendient, qui font un peu la fête puisqu'ils se retrouvent entre amis sur un coin de rue. Et puis, voilà, nos attentes sont différentes. Il y a aussi une idée très forte que pour habiter, on doit habiter quelque part dans un intérieur, entre quatre murs. Ça, c'est quelque chose qui est très cristallisé dans notre façon de concevoir l'habiter. Puis, on ne conçoit pas qu'on peut habiter l'extérieur, par exemple, la question des campements urbains. Hein. Ça nous a choqué, je pense, beaucoup de personnes. Euh, et puis, on ne savait pas trop quoi faire aussi d'un point de vue de l'administration des villes. Granby, cet été, ils ont autorisé les campements dans certains lieux. Je pense qu'ils ont donné des moyens aussi avec de l'intervention pour que s'il y ait un dialogue dans la cohabitation avec les personnes qui résident autour puis les personnes qui habitent dans le campement. Euh, j'ai pas parlé avec les personnes récemment, donc je ne sais pas trop comment que ça a été. Je pense que dans la réflexion sur la cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance, l'idée, c'est jamais nécessairement d'éviter le conflit. Je pense qu'on a toutes des représentations différentes de nos façons d'occuper l'espace, puis euh, de circuler dans la ville. L'idée, c'est ça, c'est qu'on va toujours avoir des visions différentes. Mais quand il y a une personne intermédiaire qui est là, un médiateur social ou une personne intervenante qui peut aider à médier certains besoins, ben, ça réduit les tensions. Oui, mais Et professeur, est-ce qu'on oui, devrait en arriver à avoir des tensions avec des gens visiblement en difficulté? Et lorsqu'on porte des jugements de valeur sur la façon d'agir de certaines sociétés loin de nous, n'est-ce pas? Et on trouve oui, que c'est épouvantable, mais on n'est pas loin de les jeter dans des asiles, là, parce que oui, littéralement, c'est ce qu'on demande, parce que moi, je ne saurais. D'ailleurs, mes yeux ne sauraient voir une telle misère, n'est-ce pas? Ça nous dérange, mais pas pour nous impliquer, tout simplement pour repousser cette misère-là le plus loin de chez nous, n'est-ce pas? Et c'est le oui. fameux Padamakou. Absolument, absolument. Puis là, vous touchez le doigt, vous mettez le doigt sur, je pense, une peur qui est centenaire. Au Moyen Âge, les pauvres, avec un grand P, hein, toutes les personnes qui avaient toutes sortes d'activités qui étaient différentes que ce que les communautés jugeaient acceptable, étaient retirés de l'espace public. Comme vous dites, hein, ils étaient mis dans des asiles, dans les grands hôpitaux, où ils étaient invités à aller ailleurs. Les lépreux, hein, toutes les personnes qui avaient des enjeux de santé aussi contre la contagion. Cette idée-là du Moyen Âge, elle subsiste encore d'une manière, la peur, elle est au niveau moral, elle est au niveau psychique. On a peur que cet état-là social, cet état aussi qui est induit par la structure d'une certaine manière, puisse s'attraper. Puis vous avez raison de dire aussi que le réflexe, c'est de repousser en fait les populations qui sont indésirables. Sauf que ce qu'on voit, hein, puis la recherche le démontre, on ne pourra pas indéfiniment repousser les populations. Et puis l'autre chose, c'est que de repousser ces populations-là, souvent, ça entraîne des barrières à l'accès et ça fait que transporter les tensions et les enjeux ailleurs. Les personnes en situation d'itinérance se retrouvent souvent dans certains quartiers pour toutes sortes de raisons, pour des raisons d'attachement, pour des raisons de service, parce qu'elles ont des réseaux des fois d'amis ou de connaissances où elles peuvent avoir remplir certains besoins.
Et puis, quand on les déplace, ça peut être tragique. Il y a des organismes communautaires qui ont changé de quartier dont les populations ont pas suivi, pardon. Et il y a certaines personnes qui sont décédées. On l'a vu pendant la pandémie, surtout au carré, au Square Cabot. Il y a une personne qui est décédée, notamment en raison d'un déplacement de service, puis la population n'a pas suivi ce déplacement-là. Mais je dois aussi vous nuancer, apporter quelques nuances parce que vivre à côté de populations qui sont à l'extérieur, ça peut amener son lot d'insécurité. Puis ça peut amener aussi toutes sortes de questionnements. Vous le disiez, tu sais, des fois, les personnes qui consomment vont laisser le matériel de consommation dehors. Et puis, ça peut être choquant. Ça peut être choquant de devoir expliquer à nos propres enfants, tu peux pas toucher à ça, faut pas que tu touches à ça, c'est quoi du matériel de consommation, sans nécessairement rentrer dans les détails, on se retrouve à devoir dire des choses qui sont pas nécessairement super chouettes en fait, ou des sujets qui sont difficiles à aborder avec des plus petits. Puis aussi des personnes qui ont une consommation sous nos yeux, ça peut être choquant. Je me promenais justement avec une journaliste il y a quelques semaines dans la ville de Montréal, puis on voyait un pied sortir, dépasser d'une entrée de maison, puis en s'approchant, ben, il y avait un immeuble avec plusieurs appartements. Et puis dans l'entrée, il y avait quelques marches pour mener, il y avait un mini palier. Et puis il y avait une personne en situation de consommation, puis visiblement en situation d'itinérance aussi, qui avait tout son matériel de consommation. Et puis les personnes qui sortaient de cet immeuble-là allaient devoir l'enjamber. C'est compliqué. C'est objectivement, ça peut être effrayant qu'on ne connaît pas la situation. Est-ce que la personne, elle fait juste, elle s'est endormie ou est-ce qu'elle est en surdose? Donc, ça l'amène aussi toutes sortes de questionnements pour les populations domiciliées qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ça puis qui ne savent pas quoi faire, en fait. Il y a des communautés qui ont des liens avec certaines associations locales, avec certains groupes communautaires qui peuvent appeler, hey, il y a quelqu'un qui est ici, est-ce que vous pourriez venir nous aider? Mais c'est pas tout le monde qui a fait ces liens-là, puis c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'appeler des intervenants communautaires. Parfois, c'est la police qui est appelée. Là, ça l'amène aussi tout parfois son lot de complications, puisque la police, c'est pas des intervenants sociaux, c'est des policiers, ils ont un autre job à faire, mais ils se retrouvent à faire de plus en plus d'interventions sociales, puisqu'ils veulent pas emprisonner ces personnes, ils veulent pas les arrêter, mais ils doivent parfois intervenir auprès de ces personnes-là. Ouais, maintenant, on regarde cette situation, on a dit, qui est en expansion dans Montréal et pas seulement dans les grandes villes comme Québec, mais un peu partout dans la province. Euh, mais est-ce qu'on devrait, parce que c'est une chose qu'on ne voyait pas et on dirait qu'on ne voyait pas venir d'ailleurs. Et pourtant, le Québec, c'est quand même une province riche. On dit même si ça devient un pays, ça sera un pays riche. On va avoir un PIB supérieur à certains autres pays, n'est-ce pas, qui existent déjà, qui sont membres de l'ONU. Comment se fait-il qu'on ne soit pas en mesure de faire face adéquatement à une problématique tout simplement humaine? Ah, ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a des décisions politiques aussi hein, qui ont été faites on a des années et des années de désinvestissement dans les services de santé, les services sociaux. Ça a un impact aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup agi en prévention de l'itinérance. On commence hein, à se saisir de cette question-là. On commence à en savoir un petit peu plus sur les gestes à poser. Et puis, ça fait qu'on se retrouve, excusez l'expression, mais à mettre des plasters sur les bobos maintenant. Mais il faut aussi agir en prévention avant que ces situations-là surviennent. Puis, on n'a pas été super bon là-dessus. L'autre chose aussi, c'est que c'est tellement complexe qu'il y a plusieurs ministères qui se saisissent de plusieurs éléments de la question, l'aide sociale, le revenu, la question du logement, la question de la santé, la question des services sociaux. Et puis, toutes ces personnes-là doivent se parler, mais ils ont aussi des agendas, des temporalités, des besoins, des objectifs qui sont différents. Et donc, la coordination du dossier itinérance est super difficile. Puis c'est pas pour dédouaner hein, les gouvernements, parce que je pense que je veux dire, ils savent là, qu'ils auraient pu mieux faire dans certains domaines, mais c'est aussi pour ramener la complexité, en fait,
de l'enjeu dans l'équation. Quand on veut s'attaquer à l'itinérance, on s'attaque pas juste à soutenir des personnes, on s'attaque aussi à des structures, on s'attaque à des pratiques d'intervention ou à des éléments manquants, hein. On parle beaucoup de la question des logements sociaux et des logements abordables. Il y en manque énormément, pas que pour les personnes en situation d'itinérance, pour tout le monde. Et puis, en agissant, je pense aussi, tu sais, vous parliez tantôt de la question de la solidarité. Tout ce qu'on fait pour les personnes en situation d'itinérance, il faut voir ça aussi comme un levier communautaire puis social, de travailler pour l'inclusion des personnes en situation d'itinérance dans tous nos mécanismes et dans les structures, mais aussi dans la ville puis dans notre façon de partager l'espace public. Ça aide aussi pour l'inclusion de toutes les personnes à mobilité réduite, d'avoir plus d'appartements puis des appartements qui sont adaptés. Ça l'aide pour la population qui est vieillissante. D'avoir des appartements qui sont plus que des 2,5, des 3,5. Ça aide pour les familles qui ont des enfants aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir cette vision d'aller rattraper les personnes qui vivent le plus d'exclusion, mais que tout ça, ça bénéficie à tout le monde. Mais dernière question, comme professeur en travail social, quelle est cette explication à donner vraiment avec toute tout le droité que ça prend, n'est-ce pas, pour amener les gens qui, on l'a dit, hein, ils sont face à des difficultés aussi dans leur quartier, ils n'en ont pas l'habitude, sans compter le danger qui sont le danger qui est présent pour les enfants qui n'ont pas cette habitude d'avoir des situations comme ça, des gens qui consomment avec des possibilités d'autres dangers aussi, l'utilisation de matériel et des aiguilles surtout, etc. etc. Mais il y a un discours qui doit arriver à apaiser cette crainte-là. Étant donné qu'on voit la misère humaine, nous, on est en prévention pour protéger nos enfants, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui est un humain comme nous à côté et qui devient une loque humaine, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on ne devrait pas prendre ça en considération? C'est le mot de la travailleuse sociale, la professeure en Oui, travail social, que je voudrais oui. entendre pour infléchir finalement cette attitude franchement mauvaise que nous avons vis-à-vis de nos semblables. Je pense que c'est vraiment juste ce que vous dites là, vraiment. Je vous rejoins. Je pense que la question de la solidarité, mais aussi de l'amour envers les personnes qui sont autour de nous, elle doit se flexibiliser même par rapport aux personnes qui sont différentes de nous. Je pense que ce dont on se rend pas compte, c'est que c'est pas nécessairement juste de la volonté individuelle. Il y a des personnes qui ont des parcours depuis l'enfance, hein. Depuis qu'ils sont des bébés, ils ont des parcours difficiles, institutionnels. Ils se retrouvent ballottés entre les services. Le mythe de l'homme d'affaires qui a tout perdu puis qui se retrouve à la rue, moi, j'en ai jamais vu des personnes comme ça. Je pense que c'est des personnes qui ont vécu des grands traumas complexes qu'on n'arrive pas à adresser. Puis c'est vrai que devant nous, quand on voit une personne en situation d'itinérance, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui a des traumas. Et puis, ne serait-ce, puis des fois c'est difficile puisque l'interaction, elle est pas toujours facile, hein. Des fois, on n'a pas de monnaie sur nous, on se fait invectiver, on reçoit des insultes et tout Et ça, des mais fois, on se pose la question, professeur, je m'excuse de vous couper la parole, de se dire, oui, je lui donne 2 dollars, est-ce que c'est pas pour aller encore qu'est-ce qu'il va faire avec? Absolument. s'empiffrer, hein? Absolument, absolument. Puis c'est sûr, puis je pense que il y a toutes sortes de façons d'adresser ça, puis ça peut être en ne donnant pas d'argent ou en donnant des cartes de Tim Hortons ou des cartes de 5 $ de McDonald's. Tu sais. Il y a plein de petites façons de faire une contribution à la hauteur de nos valeurs, puis de ce que on croit aussi qu'il y ait de la solidarité sociale. Mais je pense ne serait-ce que de s'arrêter puis de parler, de dire allô, comment ça va? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? De considérer que la personne en face de nous, elle est peut-être différente de nous, mais elle est aussi pareille comme nous. C'est une personne humaine qui se retrouve dans une fâcheuse position qui est tragique, en fait. Puis de juste de reconnaître sa présence dans l'espace public comme personne humaine, je pense que ça part de là.
Voilà. Caroline Grima, professeure en travail social à l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ce fut fort agréable, professeur. Merci, Monsieur Pierre, au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.